Bonjour Gilles Raveau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, vous enseignez notamment l'économie à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 Saint-Denis. On vous lit aussi dans Charlie Hebdo et Alternative économique. Alors il y a une vidéo qui circule de vous sur les réseaux sociaux. En 3 minutes, vous dites tout. Vous faites une démonstration implacable sur la réforme des retraites. Vous parlez notamment d'un fonds de réserve. C'est quoi ce fonds de réserve ? Alors, il faut quand même que je cite ma source. Ma source. Pardon. Oui. Là, non, sur BFM c'est ça. C'est de votre source sur le fonds de réserve. Donc voilà, donc ma source, en fait, c'est un article de Christian Eckert qui a un gros défaut, c'est que c'est un ancien ministre de François Hollande, mais qui a une grande qualité, c'est qu'il connaît ces sujets. Et donc, il a fait un article pour Alternative économique où il donne toutes les sources, tous les liens. Il renvoie vers donc les travaux du Conseil d'orientation des retraites, les travaux de la Caisse d'assurance maladie sur la sécurité sociale, etc. Et en fait, ce qu'il montre, je ne vais pas redonner tous les détails, mais ce qu'il montre, c'est que effectivement, le problème des retraites étant connu depuis 30 ans, le rapport Rocard, c'est 1991, donc c'est pas d'hier. Lionel Jospin, en particulier, avait mis en place un fonds de réserve des retraites qui a à peu près 35 milliards dessus sur ce compte, et aussi les caisses complémentaires privées, ce qui s'appelle l'Agir, qui est l'ARCO, qui ont fusionné maintenant, disposent de plus de 100 milliards, 116 milliards exactement de réserves. Donc on a un total de réserves pour les retraites de 150 milliards, et il faut savoir, j'ai encore vérifié les chiffres ce matin en venant, qu'en 2018, le régime général des retraites en France est à l'équilibre. Et donc, en fait, même si on reprend les termes et que le déficit annoncé pour 2022-2025, c'est quelques milliards. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement comme si vous aviez 100 € de découvert à la fin du mois et que vous aviez 15 000 € d'épargne et que vous paniquiez parce que vous n'allez pas pouvoir finir le mois. Il y a un deuxième élément de votre démonstration. Vous dites que la CADES prévoit de finir et de rembourser aussi la dette de la sécurité sociale d'ici 2024. En quoi c'est une donnée importante, ça aussi ? Alors, ça, c'est quelque chose de très important, parce que comme vous le savez, ça fait littéralement des décennies qu'on nous assomme avec le trou de la Sécu, le déficit de la Sécu. Et là, je voudrais quand même juste dire que ce qui me révolte de plus en plus comme citoyen, même quasiment plus que comme économiste ou comme enseignant, c'est qu'en France, nos jeunes, ils obtiennent le bac et ils ne savent pas ce que c'est la Sécu. Et ça, je trouve que c'est quand même un scandale absolu, parce que, sérieusement, toute catégorie confondue, c'est une des plus fabuleuses institutions humaines. Et pour ceux d'entre nous qui ont la chance de voyager, vous allez d'à peu près n'importe quel pays du monde, y compris des pays riches, mais personne n'a la sécurité sociale. Tout le monde nous regarde avec des étoiles dans les yeux. Cette idée que quand vous êtes vieux, vous touchez de l'argent, quand vous êtes malade, vous touchez de l'argent, quand vous êtes enceinte, vous touchez de l'argent, quand vous êtes handicapé, vous touchez de l'argent, même si je sais très bien que c'est insuffisant. Mais personne n'a ça dans le monde, quasiment personne. Un petit peu les pays scandinaves, et encore ça a beaucoup baissé, et c'est tout. Juste un exemple, mon frère, il vit en Suisse, il a 2 enfants, une journée à la crèche pour ses 2 enfants, c'est 200 €. Et donc il travaille à temps partiel, parce que la crèche lui coûte trop cher, juste pour garder ses enfants, ce qu'il apprécie par ailleurs, parce que c'est juste trop cher, en Suisse, juste à côté de chez nous. Et donc, voilà, il se trouve qu'effectivement, comme les gens s'en sont rendus compte, les remboursements de santé ont beaucoup baissé ces dernières années. Et donc aujourd'hui, la sécurité sociale, elle est à l'équilibre. Et là, je viens de voir un document aussi signé d'Agnès Buzyn et Gérald Darmanin de mars 2019, où ils se félicitent du fait que la sécurité sociale est quasiment à l'équilibre, que la plupart des ce qu'on appelle différentes branches de la Sécu sont en excédent. C'est-à-dire que c'est ces gens-là aujourd'hui qui nous terrifient sur l'effondrement de notre système social. Il y a 6 mois, se gargarisait de la réussite des mesures et du fait que la Sécu était sauvée, était à l'équilibre. Et donc, pour revenir à votre question, effectivement, il y a de l'argent qui était pris chaque année sur nos cotisations, sur notre argent, qui servait à rembourser la dette qui, effectivement, a été accumulée par la Sécu. Et cet argent, effectivement, cette dette va être remboursée au plus tard en 2024. Et donc, il y a plus de 20 milliards d'euros qui seront disponibles, ce qui sera bien plus que le déficit annuel des retraites chaque année. Mais alors, quand on écoute leur argument, c'est qu'effectivement, peut-être aujourd'hui, certaines des caisses sont excédentaires, en tout cas sont à l'équilibre, vont être à l'équilibre, mais leur argument, c'est-à-dire que la structuration de la population française, du rapport actif-non actif, ou en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, 1,7 actifs cotisent par retraité, alors qu'ils étaient 2,5 entre les années 70. C'est leur argument, c'est de dire on prépare l'avenir d'un système qui ne fonctionnera plus. Ce qui est difficile pour les gens. L'argent est là aujourd'hui, mais voilà, demain, il ne sera plus, c'est ce qu'ils disent. Non, mais ce qui est difficile pour les gens comme vous et moi, c'est que ça a la force de l'évidence. Ce qu'ils disent, évidemment, on le voit avec nos amis, dans les familles, tout le monde s'inquiète, il va y avoir de plus en plus de vieux, comment on va faire pour payer, etc. Alors en fait, il y a plein de réponses à ça. Il y a plein de réponses. La première, c'est qu'il y a eu plein de réformes de retraite qui ont déjà été faites. Pour les gens de ma génération, il va falloir cotiser 43 ans.
Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous augmentez la durée de cotisation? Je trouve que c'est une des réformes les plus géniales en termes de machiavélisme, c'est que vous baissez les retraites sans le dire. Parce que l'immense majorité des gens ne décident pas de leur durée de cotisation. Donc, quand vous dites qu'il va falloir travailler 43 ans et puis après ça va monter à 44 ou 45, ben, la plupart des gens vont travailler que 40 ans, juste parce qu'ils ne pourront pas bosser plus. Et ça ne dépend pas d'eux. Ça dépendra de leur état physique, de leur santé mentale, des maladies qu'ils auront et des décisions de l'employeur. Donc en fait, déjà demain, les retraites vont baisser, c'est certain. Et comme le dit Guillaume Duval, le sale boulot a été fait. Et le vrai problème qui va venir, c'est la pauvreté des retraités. Et d'autre part, juste pour dire, c'est quand même aberrant de dire qu'il faut que tout le monde bosse plus, alors qu'on a aujourd'hui des millions de gens qui sont laissés sur le bord de la route et qui voudraient travailler et qui ne peuvent pas. C'est comme incroyable que personne ne fasse déjà juste le lien entre le pseudo-déficit des retraites et le chômage. C'est déjà un truc évident que tout le monde devrait faire. C'est vrai, comment on explique ça d'ailleurs justement? On nous explique qu'aujourd'hui il faudra travailler plus longtemps alors qu'on a du mal à faire entrer une partie de la jeunesse au travail. On sait aussi que les plus de 55 ans seront souvent les plus au chômage. Dans la petite vidéo de 3 minutes où vous dites absolument tout, mais de manière très, encore une fois, claire et limpide, vous dites en gros que aujourd'hui il n'y a presque plus besoin de réformer sur le système de financement des retraites, que l'enjeu il est plus du côté de l'emploi, du côté des salaires et du côté de la répartition aussi du travail. C'est ça en fait? Alors moi j'ai vraiment un énorme défaut que je partageais justement avec Bernard Maris, c'est que lui comme moi, notre vie c'est les idées. Et j'arrive pas en fait à ne pas considérer que les idées sont les choses les plus importantes dans la vie. Et je crois vraiment que les gens du gouvernement sont sincères. Et je pense vraiment qu'ils ont, alors ça serait trop long à expliquer, mais je crois qu'ils ont une représentation du monde, une représentation qui est à la fois intellectuelle, parce qu'ils ont tout su, soit ils n'ont pas eu de cours d'économie, soit ils ont eu des très mauvais cours d'économie, hein, et comme bien placé pour le savoir, des gens très très sérieux, des prix Nobel, des institutions internationales, nous expliquent littéralement depuis des décennies que notre système social n'est pas soutenable, mais forcément pour eux c'est une évidence. C'est comme le fait qu'il fait froid en hiver, c'est pareil. Et d'autre part, ça se conjugue au fait que ce sont des gens qui sont extrêmement privilégiés, mais qui ne s'en rendent pas compte. Ce sont des gens qui aiment leur travail, qui ont un travail qui est facile. Hein, ils sont assis toute la journée. Combien de gens sont assis toute la journée? Vous êtes vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Moi, je discute beaucoup avec les gens, mais à 19h, les filles, elles sont rincées. Elles sont explosées d'être debout. Il y a un problème de déconnexion mais total, ils n'ont aucune idée. Et notamment parce que c'est des gens, et Emmanuel Macron l'a dit plusieurs fois, puis il a fréquenté ce milieu, ils font ce qu'on fait un peu tous, ils regardent toujours vers le haut. Et ils ont des amis qui sont multimillionnaires, qui sont milliardaires. Donc effectivement, eux à côté, alors, Muriel Pénicaud par exemple, elle est millionnaire effectivement. Et il y a un nombre incroyable de millionnaires dans ce gouvernement, et donc quand même ça joue quand même. Mais ils ont des gens qui gagnent 10 fois, 100 fois plus qu'eux, qui ont des jets privés, c'est leurs amis, ils dînent avec eux le soir. Donc eux à côté, évidemment, ils ont l'impression d'être des prolos. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont ultra privilégiés. Et en plus, ils ont des gens qui sont persuadés qu'ils ont une vie ultra dure. Moi, la dame qui fait le ménage dans mon université, elle se lève à 4 heures le matin, elle fait 2 heures de transport le matin, elle a plusieurs boulots dans la journée, comme c'est le cas de beaucoup de ces femmes-là, qui sont souvent immigrées, elle rentre chez elle à 20 heures, sa journée est beaucoup plus dure que celle d'une ministre. Mais simplement, et ça aussi vous le savez, dans les médias, le travail a disparu. On ne voit plus jamais le travail. On ne voit plus jamais les corps fatigués, usés, les gens dont la peau est tirée, les mains abîmées. Tout est fait pour cacher en plus. Les corps ont disparu. Justement, vous qui parlez de la vie des idées, vous qui êtes un passionné des idées, comment on explique aujourd'hui que ce soit les hommes, les femmes, de gauche comme de droite d'ailleurs, ils ont, en tout cas, ou même peut-être même dans la tête des Français, on a acté l'idée, qui ne reste qu'une idée, que parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. Pourquoi cette idée-là, elle est une idée presque de l'ordre de la loi et de la règle générale? Alors moi, ma réponse de prof, vraiment, c'est parce que on ne sait pas raisonner en économiste, et parce que simplement on ne nous l'apprend pas à l'école. Et effectivement, quelqu'un que j'aime énormément qui s'appelle Jean Gadret, qui écrit des milliers de textes sur Internet, c'est absolument fantastique, sont libres d'accès, et il explique ça en permanence. Et notamment, il avait fait un article pour expliquer en disant, regardez, lorsque la population vieillit, ce qui compte, c'est évidemment le rapport entre le nombre de personnes âgées et le nombre de personnes qui travaillent. Mais il nous dit un truc tout bête auquel moi je n'avais pas pensé non plus. Il nous dit il y a moins d'enfants. Mais les enfants aussi, ça coûte très cher à éduquer, à élever, etc. C'est une charge pour la société avant qu'ils travaillent. Et donc il nous dit effectivement, la part des vieux va augmenter, mais la part des jeunes va baisser. Donc en fait, le rapport, dans les termes des économistes, entre le nombre d'actifs, de cotisants et de dépendants, il se dégrade, mais il ne se dégrade pas tant que ça.
Ça, c'est quelque chose que personne ne nous dit. Et ça, c'est quelque chose qu'un collégien peut comprendre. Mais encore faudrait-il que ce soit enseigné au collège. Et d'autre part, il y a effectivement un truc plus important qui, pour moi, est la plus grande victoire sur le plan économique des libéraux, c'est de nous avoir fait croire qu'on est un pays pauvre. Et ça, je trouve, c'est d'une indécence totale. C'est-à-dire que tout le monde le voit. Enfin, là, il suffit de... Bon, évidemment, on est à Paris, mais on se voit dans la rue. Enfin, juste un chiffre. Hein. Le prix moyen d'une voiture neuve en France, c'est 25 000 €. Mais qui sait qui a les moyens d'acheter ça? Il y a quand même de l'argent. Et en fait, on est un pays qui dégouline. Donc, qui dégouline pas, justement. Parce que c'est coagulé en haut. Mais il y a une richesse, mais qui est folle dans ce pays, qui est complètement folle. On est un des pays qui épargne le plus au monde. Vous discutez avec les gens, personne n'a d'argent sur le compte en banque. Vous regardez les chiffres, il y a des centaines de milliards. Et on ne parle pas des entreprises et des dividendes, de tous ces salaires délirants, etc. Et pour moi, vraiment, et je vois qu'une très grande partie de la gauche a intégré ce discours-là, sur l'idée que effectivement c'est quand même difficile, il y a des déficits et tout ça. Et alors effectivement, ce qu'il faudrait comprendre, mais là aussi il faudrait l'apprendre à l'école, c'est que l'État c'est pas la France et la Sécu c'est pas la France. Donc l'État peut être en déficit, la Sécu peut être en déficit, mais la France comme pays est extrêmement riche. Quand vous dites ça, du coup, qu'est-ce qui justifie d'après vous justement cette réforme finalement? Est-ce que philosophiquement ça répond à une perspective politique, à une ambition, à une idée politique, ou est-ce que vous pensez justement, comme vous le dites, que parce qu'il y a une coagulation des richesses, il y a ce système qui fait que peut-être cette réforme aurait davantage intérêt à exister pour des intérêts privés, pour de la future capitalisation, pour des recours à des retraites privées? Est-ce que c'est ça qui est dans le fond et les intentions de ce gouvernement? Alors je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses, parce que par exemple, il y a évidemment, tout le monde l'a vu, il y a quand même c'est toujours le cas, mais là je trouve que c'est particulièrement net, il y a quand même un très grand écart entre la campagne d'Emmanuel Macron et ce qu'il fait. Hein, par exemple, ça c'était quand même important, pendant sa campagne, il avait quand même dit qu'il allait étendre les droits des chômeurs, notamment aux personnes qui démissionnaient, ce qui était un progrès intéressant. Et là, il a massacré, il y a quelques semaines, le montant des allocations chômage. Et c'est impressionnant, on n'en parle déjà plus. Alors que ça affecte le quotidien de millions de gens dans notre pays. Donc ça, c'est quand même incroyable. D'autre part, sur les retraites, il avait un argument malin et qui n'était pas faux en tant qu'argument sur l'unification, la simplification du système. Et ça parle beaucoup, hein, cette idée qu'il y a 42 régimes et tout ça. En fait, 90% des gens sont dans le régime général. Donc bon, c'est évidemment du baratin. Et j'ai regardé un petit peu la réforme en Suède, hein, qui sert de référence à Emmanuel Macron. Le slogan de la caisse d'assurance retraite suédoise est exactement le même que celui d'Emmanuel Macron. Donc en Suède, la monnaie c'est la couronne, puisqu'ils n'ont pas l'euro. Et donc il disait c'est une couronne cotisée égale une couronne de retraite. Donc c'est exactement le slogan d'Emmanuel Macron. Et j'ai regardé les chiffres, mais là il faut être assis. C'est-à-dire que les retraites en Suède ont baissé 3 fois, en 2010, 2011, 2014, que les Suédois qui touchaient à peu près 60% de leur dernier salaire à la retraite, maintenant, ça a beaucoup baissé. Donc les retraites suédoises sont déjà très inférieures aux nôtres, déjà, et ça va encore continuer à baisser. C'est-à-dire qu'en Suède, il y a eu un massacre des retraités, mais hallucinant. Et le taux de pauvreté chez les vieux Suédois est 2 fois plus élevé que chez le nôtre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette retraite, cette réforme des retraites suédoises, elle est présentée en exemple dans toutes les institutions internationales parce qu'effectivement, il y a eu une consultation pendant des années à la suédoise avec des centaines de milliers de gens impliqués dans des réunions locales, etc. Il y a eu des discussions vraiment pendant des années. Mais ils ont massacré leur système. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même des données qui sont très faciles à trouver. Moi, on passe 2 heures sur Internet, on a tout. Et c'est dingue quand même, dingue que le gouvernement arrive à vendre le modèle suédois alors que c'est une catastrophe absolue. Il y a la valeur du point, mais il y a aussi le principe, vous l'avez dit, à 1 euro cotisé, d'accès au même droit. Pourquoi c'est une réforme injuste, ce principe, 1 euro cotisé, même droit? Alors, parce que si on disait ça, évidemment, ça peut pas dire que ça c'est injuste. Effectivement, la grande force du truc, et j'avoue, moi je ne l'ai pas perçu totalement au début, c'est que, mais là encore, c'est parce qu'on connaît mal nos institutions, c'est que la retraite aujourd'hui c'est la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, en fait, nous protège mieux que l'État, parce que la sécurité sociale, il y a une forme de compromis entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs. Il y a des négociations, et donc les gens ne font pas n'importe quoi, et surtout, il n'y a pas une personne qui décide pour tout le monde. Or, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un, on le voit dans tous les domaines, qui est fasciné par l'autorité et la puissance de l'État. Et donc, le premier changement qui est fait dans cette réforme, c'est que maintenant la retraite est gérée par l'État.
C'est géré par l'État. Et donc, ça veut dire que si vous avez quelqu'un d'extrêmement violent socialement, comme Emmanuel Macron qui est au pouvoir, il peut demain massacrer votre retraite. Donc, la première chose que les gens doivent comprendre, c'est que le point ne vaut rien. Vous avez des points, mais le point ne vaut rien. Et évidemment, on a tous vu la vidéo de François Fillon qui le dit. François Fillon nous dit, ce qui est génial avec le système par points, c'est que vous avez des points, mais vous n'avez plus rien. Et donc, ce qui est fantastique d'un point de vue politique, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit « je ne sais pas combien je gagnerai à la retraite », mais en fait, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment accumulé des vrais droits. Alors effectivement, vous ne savez pas exactement combien vous allez avoir, mais vous avez des vrais droits. Et si Macron gagne sur cette retraite, cette réforme, c'est pour ça qu'elle est absolument décisive, on aura tous des points, mais il faut bien comprendre que ces points ne valent rien. C'est-à-dire qu'ils valent moins que les points Total qui vous permettent d'avoir une radio à la station-service quand vous y allez. Il va proposer d'indexer la valeur du point sur le niveau des salaires. Alors déjà ça, en fait, c'est insuffisant, mais surtout, il faut bien comprendre que légalement, il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du pipeau intégral. Et franchement, enfin, c'est même dur à croire qu'on nous mente à ce point-là, parce que Édouard Philippe, déjà, il fait ce qu'il veut. Et puis surtout, Édouard Philippe, il ne peut pas forcer le gouvernement, la personne qui sera chef de l'État dans 5 ans, 10 ans, de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que si on nous dit, bah, regardez, il y a une énorme récession, et c'est tout à fait possible, il y a une nouvelle crise financière, il y a des catastrophes climatiques qui commencent à nous coûter vraiment beaucoup trop cher, etc. Et bien le jour où vous comme moi on arrive à la retraite, on dit, bon ben voilà, monsieur Jacquemin, bonjour, vous avez 12 000 points, c'est très bien, mais vos 12 000 points, ça fait 500 € par mois. Et vous pourriez strictement rien dire. Et ça encore, c'est pas théorique, parce que c'est exactement ce qui est arrivé aux Suédois. Alors, le gouvernement dit quand même qu'une des grandes avancées sociales de cette réforme, c'est le seuil de 1 000 € et aucun retraité, dit-il en tout cas, ne touchera moins de 1 000 € de pension de retraite dans le cadre de cette réforme. Alors c'est vrai que s'ils le font, ça c'est vrai, faut pas caricaturer non plus. Effectivement, il y a un petit progrès pour vraiment les plus pauvres d'entre nous. Il y a un petit progrès, et ça, effectivement, il faut... Notamment les femmes qui font des parcours de temps partiel imposé. Oui, mais ça, en fait, c'est vrai ce que vous dites, mais en fait, ça, c'est vrai vraiment que pour les femmes qui ont des très bas salaires, qui ont des faibles carrières, c'est vraiment, disons, les 10% les plus pauvres de la population. Mais par contre, pour les femmes en général, effectivement, là aussi, c'est mal expliqué volontairement, le fait de prendre en compte l'ensemble de la carrière est beaucoup plus pénalisant que le système actuel. On se rappelle peut-être qu'avant Édouard Balladur, en 93, c'était les 10 meilleures années dans le privé qui étaient prises en compte. Donc ça garantissait en fait la retraite. Avec Édouard Balladur, c'est passé aux 25 meilleures années. Donc évidemment, ça baisse les retraites, puisqu'on fait une moyenne sur, évidemment, un montant qui est en moyenne plus bas. Et maintenant, on prend en compte l'ensemble de la carrière. Donc ça veut dire que si vous hésitez quand vous êtes jeune, vous cherchez, ou la boîte pour laquelle vous travaillez, vous licenciez, etc., si vous avez des années compliquées, mais ça, vous allez payer littéralement toute votre vie. Et donc ça, c'est un moyen génial, d'un point de vue technocratique, de baisser encore les retraites, parce que les temps partiels, vous avez un parent malade, un enfant malade, vous arrêtez de bosser, etc., ben ça, les amis, vous allez le payer littéralement, au sens propre du terme, toute votre vie. Et pardon, je n'ai pas répondu, évidemment que c'est l'avenue pour les fonds de pension. Mais là, il faut arrêter de se mentir, ces fonds de pension, ils existent déjà. Et toutes les assurances retraite qui sont proposées, notamment y compris par les mutuelles qui ont un double jeu que je trouve honteux là-dessus de dire on est des mutuelles, on est des gens gentils. Mais non, vous n'êtes pas des gens gentils. Les gens gentils, c'est la Sécu, fin de l'histoire. Et les mutuelles, elles placent votre retraite sur les marchés financiers comme les assurances. Et les gens qui jouent avec votre argent, c'est des traders qui gagnent 10 fois plus que vous. Et cet argent, c'est le vôtre. Et donc là, tous les travaux des économistes montrent que les fonds de pension, non seulement évidemment c'est risqué si la bourse s'effondre, ce que tout le monde sait, mais beaucoup plus que ça, vous récupérez une part ridicule de tout ce que vous avez mis parce que vous confiez votre argent à des gens qui font joujou avec, et ces gens-là, eh ben, ils se gavent avec votre argent. Et ce qu'on dit pas assez, et c'est là que je trouve que, évidemment, c'est quand même dingue que ce soit pas enseigné à l'école, on peut quand même vraiment se demander pourquoi c'est pas le cas. Le système français de retraite, d'un point de vue économique, c'est une des technologies les plus fantastiques qui existent, parce que l'argent est pris tous les mois et versé tous les mois, et ce que nous, les économistes, on appelle les coûts de transaction, c'est-à-dire ce qui est perdu entre ce qui est prélevé sur mon salaire et ce qui est versé à Mamie et Odile, c'est presque zéro. Parce qu'évidemment, il y a des ordis, vous avez quelques centaines de salariés à la caisse d'assurance vieillesse qui s'en occupent, et fin de l'histoire. Et c'est des gens qui ont des salaires normaux. Donc, ce qui est fou, c'est qu'on n'arrive pas, et depuis des années, moi c'est vrai que je suis en guerre, notamment évidemment contre le Parti Socialiste, etc., enfin comme tout le monde, depuis maintenant des décennies, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait aucune parole politique, je dirais, au centre de l'échiquier politique, et même de droite, pour valoriser, expliquer et défendre notre incroyable système de sécurité sociale, qui est juste un des trucs les plus fantastiques qui ait jamais été inventé.
J'ai une dernière question, Gilles Raveau. On en a parlé un tout petit peu, vous en avez parlé d'ailleurs un petit peu, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a dit hier dans le JDD que les 8 milliards versés aux régimes spéciaux ne se justifiaient plus. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, vous l'avez un peu déjà dit, il y a 90%. Oui, non. Alors bon, je vais peut-être vous décevoir, je vais dire qu'il a raison. Il a raison parce qu'en fait, je me suis un peu penché sur la question. Et le régime spécial des cheminots, c'est très rigolo. C'est-à-dire que quand il est créé au 19e siècle, d'abord, il est créé par des entreprises privées. Puisque on avait 6 grandes compagnies ferroviaires, la fameuse PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée, on avait le Paris-Orléans qui nous a laissé les magnifiques gares. Les magnifiques gares parisiennes n'ont pas été construites par l'État, elles ont été construites par des entreprises privées avec des emprunts sur des dizaines d'années, etc. La fameuse gare d'Orsay a été construite par des fonds privés. C'est évidemment un joyeux national. Et alors, ces entreprises, donc, elles se créent à partir du seconde moitié du 19e siècle, et elles ont en fait un problème énorme, c'est d'attirer la main-d'œuvre, de discipliner la main-d'œuvre, parce que vous avez un réseau à gérer sur des milliers de kilomètres. Évidemment, il faut que les horaires correspondent et il faut que les gens partent de chez eux pendant des jours et des semaines entières. Parce qu'à la vitesse moyenne des trains à l'époque, le conducteur faisait pas l'aller-retour dans la journée. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent énormément d'avantages sociaux pour attirer les gens. Parce ça aussi, on l'a pas appris à l'école, mais en France, en fait, les industriels ont eu beaucoup de mal à arracher les Français à leurs terres. On était un pays de paysans, et c'est un prof d'histoire qui m'avait appris ça, notamment dans les mines dans le nord de la France. Quand il y avait un animal qui mettait bas, quand il y avait les récoltes, les gars, ils venaient pas bosser. Et donc, ces processus industriels qui doivent travailler en continu ont mis en place des systèmes sociaux avantageux. Donc, le départ à 50 ans en faisait partie. Bon, à l'époque, les gars, ils mouraient tous avant 50 ans de toute façon. Il y avait aussi, j'ai regardé un peu là, il y avait en fait des dames qui étaient chargées de s'occuper des familles dans les grandes compagnies ferroviaires. Il y avait une sorte de maternalisme qui s'occupait de l'orientation scolaire des enfants, de la santé de la famille, et qui donnait des conseils pour gérer l'argent du foyer, tout ça. C'était vraiment une société cheminote comme ça. J'ai trouvé des travaux de l'historien Georges Ribeil qui expliquent ça, donc c'est passionnant. Donc en fait, si on veut dire que ça ne se justifie plus, c'est vrai, parce qu'en fait, ça ne s'est jamais justifié par les conditions de travail. Si on réfléchit au 19e siècle, le travail était hyper dur partout. Conduire une locomotive, c'était terrible, mais ce n'était pas forcément pire que d'autres métiers. Bref. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le déficit du régime des retraites de la SNCF est très important. C'est 5 milliards, c'est énorme comme somme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la SNCF, en 1970, il y avait 300 000 personnes qui travaillaient à la SNCF. Aujourd'hui, c'est la moitié. On a supprimé 150 000 emplois à la SNCF. Donc forcément, tous les anciens employés, ils sont à la retraite. Aujourd'hui, ceux qui bossent, ils sont 2 fois moins nombreux. Donc évidemment, ils ne peuvent pas financer la retraite des anciens. Et ce qui est quand même complètement dingue, c'est qu'alors que tout le monde nous parle que de transition écologique, qu'on veut un retour des trains de nuit, que les femmes se font agresser dans les transports en commun quotidiennement, qu'il n'y a personne pour nous renseigner. Regardez, aujourd'hui, vous ne pouvez plus appeler une gare. Il n'y a plus de numéro de téléphone pour la gare. Si vous allez chercher à attendre quelqu'un dans une gare spécifique, que ce soit sur le réseau d'Île-de-France, vous ne pouvez plus. Vous tombez sur... il y a des dizaines de milliers d'emplois à créer à la SNCF. Et aujourd'hui, évidemment, il faudrait réduire le trafic routier, développer le fret ferroviaire qui a été massacré par les gouvernements, etc. Donc là, donc, la première réponse au déficit des régimes de la SNCF, c'est d'abord l'emploi. On embauche des jeunes qui cotisent, évidemment. Et d'autre part, moi, je pense effectivement que là, c'est une grande erreur de la gauche. C'est qu'il aurait fallu, je pense, effectivement, unifier les systèmes de retraite. Et pour ça, il y a une solution simple qui est de dire, effectivement, je suis d'accord, on ne peut pas être conducteur pendant 30 ans. Ça ne me pose aucun problème de dire ça. On le voit, mais c'est le cas dans plein d'autres métiers. On voit bien qu'il y a plein d'infirmières qui crament au bout de 20 ans. Tous les profs qui se suicident, etc. Donc c'est des métiers extrêmement durs. Et ce que j'aimerais, là, c'est une requête personnelle, donc si M. Darmanin m'écoute ou qu'un ministre est à l'écoute, etc., je me permets de lui adresser cette requête personnelle. J'aimerais beaucoup, et je pense que en fait, c'est un problème fondamental dont personne ne parle, qu'il y ait enfin une gestion des carrières et du personnel dans le service public. C'est-à-dire qu'il y ait enfin des gens qui nous forment, qui nous écoutent, qui nous conseillent, qui nous orientent. Et il y a des centaines de métiers différents à la SNCF et dans le service public. Donc, quelqu'un qui rentre à la SNCF et qui est cassé au bout de 20 ans, qui a travaillé un week-end sur 2, etc., enfin même en attendant, avant qu'il soit cassé, on le recycle, on le forme, etc. Et notamment, c'est quelque chose que les pays nordiques avaient su faire pendant longtemps. Mais ça veut dire qu'effectivement, vous devez changer de boulot à un moment. Et moi, je suis d'accord aussi avec le fait qu'éventuellement, vous avez un choix limité parce que tout n'est pas possible. Mais par contre, s'il faut mettre 10 000, 20 000 ou 50 000 euros pour vous former, on le fait. Et qu'il y a un équilibre entre les droits et les devoirs. Mais qu'on commence déjà, quand est-ce que l'État va enfin s'occuper de ses agents? Dans toutes les entreprises, les grandes entreprises, il y a des directions du personnel, etc. Ces emplois, ils existent. Dans ma fac, cet emploi, il n'existe même pas.
voilà, on nous laisse nous démerder, crever les uns après les autres, etc. Bon. Donc au final, on supprime les régimes spéciaux? Oui. Oui. Moi, je pense, si vous voulez, je fais un cours sur l'Europe sociale. Je fais un cours sur l'Europe sociale à mes étudiants et j'ai été beaucoup marqué par les travaux d'un sociologue danois qui s'appelle Gösta Sping Andersen. Et il dit qu'il y a 3 grands systèmes de protection sociale en Europe. Il y a le système libéral anglais, donc il y a le système universel scandinave, et il y a le système que justement il appelle corporatiste, qui est franco-allemand, puisqu'effectivement, historiquement, la sécurité sociale, en France, elle est bâtie sur les professions. On se rappelle peut-être qu'au début, quand la Sécu est créée en 1946, il n'y a pas les agriculteurs, il n'y a pas les commerçants, ils ne veulent pas y aller. Puis après, les agriculteurs, effectivement, ils vont avoir un problème démographique énorme, puisqu'il n'y a plus d'agriculteurs, leur caisse de retraite va s'effondrer, etc. Et ce que Sping Andersen dit, c'est que si la gauche, c'est plus le cas maintenant, mais a beaucoup mieux résisté, et beaucoup plus longtemps résisté dans les pays scandinaves, c'est parce qu'elle était unie. Alors, évidemment, il est danois, donc il plaide pour sa paroisse, mais il dit si elle a autant faibli en France, c'est justement à cause des problèmes catégoriels. Et donc là, j'ai peut-être tort, mais moi j'ai toujours pensé que, enfin, le fameux slogan espagnol, si le peuple est uni, il est quand même plus fort que s'il est divisé en catégories. Donc je pense qu'il y avait, maintenant c'est foutu, mais il y avait un vrai argument de gauche pour unifier le système de protection sociale, et c'est justement là-dessus que Macron a été malin pendant la campagne. Et moi, parmi les milliards de trucs que je reproche au Parti Socialiste, c'est de ne pas l'avoir fait de façon intelligente et courageuse, par une sortie vers le haut quand il était au pouvoir. Merci beaucoup Gilles Arnaud.